cette phrase, hein. Allez, concentre-toi. Qui ne l'a pas déjà dite devant les devoirs qui s'éternisent? Ah oui, c'est un grand classique. On l'a dit tous, je crois. Exactement. Mais bon, on sent bien que ça marche pas toujours comme on voudrait. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu ce que disent nos sources, notamment les vidéos de Karine Garnier, là, de KIP Réussir. Oui, pour essayer de voir comment dépasser cette simple injonction, en fait. C'est ça. L'idée, c'est comment on passe de juste exiger la concentration à créer les bonnes conditions pour qu'elle puisse arriver, quoi. Tout à fait. On va essayer de décortiquer un peu pourquoi cette phrase, elle bloque souvent, et surtout, quelles sont les stratégies concrètes. On s'inspire aussi de Jean-Philippe Lachaud, le neuroscientifique. Ah oui, la chaud. Voilà, pour voir comment aider vraiment un enfant à mobiliser son attention, mais sans lui mettre cette pression qui peut être super lourde. Bon, alors commençons par ça, justement. Pourquoi ce fameux concentre-toi, c'est si souvent une impasse? J'imagine que soit ça passe complètement au-dessus de la tête de l'enfant, Oui, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. voilà. Soit, pour celui qui veut bien faire, ça doit ajouter une pression énorme, non? Surtout s'il ne sait pas comment faire. C'est exactement ça. L'enfant qui a envie de réussir, mais qui n'y arrive pas, il se sent juste nul. C'est un peu comme l'analogie du panier de basket, vous savez. C'est-à-dire? Même si on promet un voyage en Grèce, ça donne pas la technique pour mettre le panier. L'envie suffit pas. Et à force d'entendre «concentre-toi» sans y arriver, la confiance, elle en prend un sacré coup. Oui, je vois. Et puis, il y a cette pression des parents. Même si on ne s'en rend pas compte, les enfants la captent très bien. Comme s'ils étaient branchés en Wi-Fi sur notre propre stress, en fait. Ah oui, ce Wi-Fi parental, c'est tellement vrai. Et ça nous renvoie à nous-mêmes, à notre propre état d'esprit. Bon, d'accord. Si l'injonction ne marche pas, il faut qu'on comprenne ce que c'est vraiment la concentration. Comment on pourrait la définir simplement? Alors si on s'inspire de Lachaud, c'est la capacité à diriger son énergie mentale, son attention, vers le bon objet au bon moment. Ça demande d'avoir une intention claire. Une intention. C'est-à-dire savoir ce qu'on va faire et comment. Exactement. Savoir ce qu'on cherche à faire et comment on va s'y prendre. Mais attention, hein, l'apparence peut être trompeuse. Comment ça? On a vite fait de voir un enfant qui regarde par la fenêtre et de se dire «hop, il est parti», précisément. Et pourtant, Isabelle Fillozat raconte cette anecdote avec sa fille Margot, qui avait besoin, elle, de fixer un point dehors pour mieux écouter sa maîtresse. Ah oui. Et pareil pour un enfant qui a besoin de bouger. Certains apprennent mieux en marchant, ou même en sautillant sur un trampoline. Sérieusement? Sur un trampoline, Oui. il n'est pas forcément distrait. Mais si on le force à rester assis, immobile, toute son énergie va être utilisée pour lutter contre cette envie de bouger. Il faut faire la différence entre le besoin de mouvement pour se concentrer et puis l'agitation qui, elle, disperse. D'accord, c'est une nuance importante. Ça change notre regard sur ce qu'on observe. Et après, il y a les distracteurs plus classiques, j'imagine, le bruit, les choses autour. Oui, les distracteurs externes. Le bruit, un objet qui traîne, une dispute d'or. Et puis les internes, les fameuses pensées vagabondes, quoi. Celles qui nous emmènent complètement ailleurs. Ouais, ça, on le connaît tous. Pour visualiser tout ça, Lachaud utilise une métaphore que je trouve très parlante. C'est celle de la poutre, comme en gymnastique. La poutre, en quoi ça nous aide pour la concentration? Il décrit 3 phases. D'abord, monter sur la poutre. Ça, c'est le moment où on décide de commencer. On se prépare, on a l'intention de se concentrer. D'accord, le démarrage. Voilà. Ensuite, marcher sur la poutre. Là, c'est maintenir son attention, rester concentré le plus longtemps possible. Maintenir l'effort. C'est ça. Et la troisième phase, c'est tomber de la poutre et remonter. C'est accepter qu'on va être distrait, mais savoir le remarquer et revenir vite à sa tâche. Le but, c'est pas de ne jamais tomber, mais de remonter rapidement. Ah, j'aime bien cette image. Ça dédramatise complètement la distraction, en fait. C'est normal de tomber. Exactement. Alors concrètement, quels outils on peut utiliser pour aider à marcher plus longtemps sur cette poutre? Les sources parlent beaucoup du minuteur, du timer. Oui, le minuteur, c'est un outil très efficace. Le principe est simple. On travaille par session courte. Et la durée, elle est fixée avec l'enfant. C'est important. Ah oui, pas imposé. Non. Et ces sessions sont suivies de pauses très courtes. On commence petit pour que l'enfant réussisse. Genre 3 fois 5 minutes en CP. Seulement 5 minutes? Au début, oui, pour créer la confiance. Puis on augmente 3 fois 10 minutes au CE, 3 fois 15 jusqu'en 5e. Et après, au lycée, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 fois de 25 minutes. Avec toujours des petites pauses de 2 à 5 minutes entre.
D'accord. Et on implique l'enfant dans le choix du minuteur, j'imagine, pour que ce soit son outil à lui? Oui, c'est mieux. Un minuteur de cuisine, attention au tic-tac parfois, un numérique, une appli sympa comme Forest, ou même un sablier. Le but, c'est de rendre ça un peu ludique. Mais travailler par blocs si courts, est-ce que ça ne risque pas de hacher un peu l'apprentissage, surtout pour des tâches qui demandent de la réflexion sur la durée? Et comment on s'assure qu'après la mini-pause, l'enfant revient bien à sa tâche? C'est une bonne question. En fait, l'idée, c'est que ces pauses sont vraiment très courtes. Juste pour bouger un peu, boire un verre d'eau, surtout pas pour commencer une autre activité qui va absorber l'attention, comme un écran. D'accord, le cadre doit être clair. Voilà. Et si la tâche est longue, on enchaîne plusieurs sessions de travail-pause. Justement, ce fractionnement aide à maintenir l'effort sur la durée. Et pour aider à monter sur la poutre, au début, il y a l'idée de programmer son GPS mental. Programmer son GPS, c'est-à-dire? Juste avant de commencer, se poser 2 ou 3 questions simples. Ok, pour cet exercice, qu'est-ce que je dois faire exactement? Par quoi je commence? Qu'est-ce que mes yeux vont regarder? Mes mains vont faire quoi? Ça prépare le cerveau, ça clarifie l'intention. Simple et concret. Et pour remonter sur la poutre à quand on est tourné, quand on a été distrait? Alors là, les fameuses pauses actives contrôlées dont on parlait. Autoriser 2 à 5 minutes de mouvement. Quelques sauts, un tour dans le jardin, bref, décharger l'agitation. Et puis, il y a des outils comme des exercices de respiration très simples ou la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. Oui, c'est une technique de respiration rythmée, très facile à apprendre, qui aide vraiment à calmer le système nerveux et à se recentrer rapidement. Très efficace. Intéressant. Et bien sûr, l'environnement de travail joue aussi, j'imagine, hein. Moins de tentations autour. Évidemment. Limiter les écrans, les jouets qui traînent. Et puis, l'idée d'un petit rituel de démarrage peut être utile. Court, pas un truc compliqué. Un petit jeu calme, comme des micados ou quelques fléchettes si c'est bien géré, juste pour signaler au cerveau « Ok, maintenant, on passe en mode concentration ». D'accord, donc beaucoup d'outils, mais l'essentiel, si je comprends bien, c'est surtout d'observer et de dialoguer avec l'enfant, sans jugement. C'est la clé. Observez vraiment. Son regard, il est dans le vide ou c'est sa façon de réfléchir? De quoi il a besoin lui? Parfois, le problème, c'est pas la concentration elle-même. Ça peut être un manque de confiance, une consigne mal comprise ou juste la fatigue, le manque de sommeil. D'accord, donc si on devait résumer le message principal de nos sources, ce serait que la concentration, ça se décrète pas en fait, ça se construit. Exactement. Et notre rôle de parent, ce serait moins celui d'un chef qui exige un résultat que celui d'un architecte qui aide à créer l'environnement et les outils pour que l'enfant puisse lui-même focaliser son attention. C'est une très belle synthèse. On passe vraiment de l'exigence à un accompagnement qui est outillé et bienveillant surtout. D'accord. Et peut-être, pour finir, une petite pensée un peu provocatrice. Mhm. Et si certains comportements qu'on interprète très vite comme un manque de concentration, ce regard ailleurs, ce besoin de gigoter, si c'était en réalité des stratégies personnelles? Peut-être maladroites, oui, mais des stratégies que l'enfant met en place pour essayer de se concentrer. Ah, intéressant comme question. Comment est-ce qu'une observation plus fine de ces petits signaux pourrait nous aider, nous, à lui offrir un soutien qui soit vraiment ajusté à ses besoins à lui, quoi.